Des morts qui se comptent par milliers, un prix Nobel de la paix devenu chef de guerre, une capitale en ligne de mire des rebelles et des évacuations d'expatriés dans la précipitation. L'Éthiopie va-t-elle imploser? Avec nous pour tenter de comprendre les raisons de cette guerre qui se joue dans un quasi huis clos. Éloi Fiquet, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes chercheur, maître de conférence de l'École des hautes études en sciences sociales, titulaire de la chaire Histoire et Anthropologie comparée de la Corne de l'Afrique. Avec nous également Mehdi Labzae, bienvenue à vous également. Bonsoir. Vous êtes sociologue au Centre français d'études éthiopiennes à Addis Abeba. Mehdi Labzae, vous êtes de retour d'Éthiopie, vous y étiez il y a encore quelques jours. On entend dire depuis maintenant, allez, on va dire une dizaine de jours, qu'Addis Abeba est au point de tomber aux mains des rebelles tigréens qui se trouveraient à 200 km, 220 km. La capitale va-t-elle tomber aux mains des combattants indépendantistes? Alors, on ne peut pas prédire l'avenir. Ils sont effectivement à 180 km environ d'Addis Abeba, avec d'autres groupes, une autre alliance, l'alliance Oromo, l'armée de libération Oromo, qui se trouve dans d'autres maquis qui sont encore plus proches de la capitale. Cependant, ces tout derniers jours, on a vu que le gouvernement fédéral et le Premier ministre lui-même, qui est monté au front, annoncent la reprise de plusieurs points stratégiques, et notamment aujourd'hui des nœuds de communication, des villes qui sont au centre de communication. Justement, d'ailleurs, c'est tombé il y a quelques minutes, l'armée régulière reprend aux rebelles la Libella, site du patrimoine mondial. Est-ce que c'est important ? D'un point de vue symbolique, c'est important. Hein. La Libella est un site de pèlerinage historique, central dans la conception d'une histoire profonde de l'Éthiopie. Donc c'est pas franchement un point stratégique, mais dans une stratégie de communication, dans une confrontation, dans des luttes d'influence, oui, c'est important et ça montre que le rapport de force est en train de changer, mais c'est un rapport de force très évolutif sur lequel on ne peut pas tirer de conclusions hâtives. Alors on va poursuivre avec vous, mais d'abord donc cette guerre, elle se joue aussi sur le terrain médiatique. Vous allez le voir avec notamment le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui n'hésite pas à se mettre en scène. Certaines des images que vous allez voir sont impressionnantes. Elles sont commentées par Karine Barzegar. En uniforme, le Premier ministre éthiopien, prix Nobel de la paix 2019, est filmé in situ, tour à tour avec des jumelles, observant le théâtre de guerre ou en réunion avec d'autres soldats, avant d'exhorter les rebelles du Tigré à se rendre. Des images de propagande censées asseoir sa posture de chef de guerre et de stratège militaire présent sur le front depuis une semaine. Vendredi dernier, le Premier ministre avait déjà tweeté une autre vidéo de lui au front, où l'on le voit sur le terrain, un téléphone satellite à la main. Une vidéo accompagnée d'une courte interview d'Abiy Ahmed, que ses services ont été jusqu'à sous-titrer en anglais, à l'attention de la communauté internationale et des réseaux sociaux. Ce que vous voyez derrière moi est une zone montagneuse qui était un bastion de l'ennemi jusqu'à hier. On a maintenant réussi à libérer complètement cette zone. Le moral des troupes est excellent, la guerre est menée d'une main de maître, on n'a pris qu'à Sagita. Parallèlement au conflit sur le terrain, c'est désormais une guerre des mots et des images qui se déroule en Éthiopie. Mercredi dernier, c'était au tour du Front de libération du Tigré de publier cette vidéo sur Twitter. Selon les rebelles, ces images seraient celles de soldats éthiopiens capturés par le Front de libération et rassemblés, disent-ils, pour exprimer leur solidarité avec le peuple du Tigré. Éloi Fiquet, un commentaire sur cette image. Est-ce qu'elle est authentique, authentifiée de milliers de personnes? C'est impressionnant. C'est quasiment impossible à dire parce que c'est un conflit qui n'autorise pas la participation de journalistes ou d'organisations étrangères qui pourraient essayer de produire un point de vue distancié, une information factuelle. C'est une guerre qui repose sur peu d'images, peu de témoignages qui puissent être recoupés. C'est une guerre de l'information qui passe par de la désinformation, véhiculée par des positions prises dans les médias sociaux et puis par des relais de propagande. Il y a une forme de politique d'illusionnisme de la guerre, confondant le spectacle de la guerre avec la guerre elle-même. En tous les cas, si on tend vers une véracité avec ces images, ça voudrait dire quoi? Que l'armée fédérale, si ces images sont montrées, c'est pour dire quoi? Que l'armée fédérale ne combat plus, qu'elle se rend, qu'elle n'est pas motivée? Alors ces prisonniers de guerre auraient été capturés dans la précédente offensive puis contre-offensive.
de la part des troupes de défense du Tigray début juillet. Et elles ont déjà été comme ça exhibées dans des grandes manifestations qu'on avait vues au cours de l'été. Elles avaient déjà été exhibées comme ça dans les rues de Mekelle, la capitale du Tigray. Et à l'époque, ça a été une défaite pour l'armée fédérale, avec énormément de pertes humaines et aussi énormément de pertes civiles. L'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, 120 millions d'habitants quasiment, le deuxième le plus peuplé après le Nigeria. Abiy Ahmed, que l'on vient de voir, un père oromo-musulman, il a une mère amhara chrétienne orthodoxe. La question est simple, est-ce que c'est une guerre de religion ? Alors non, ce n'est absolument pas une guerre de religion, c'est vraiment une guerre qui est politique, qui a à voir avec la forme de l'État. On a d'un côté un Premier ministre qui penche plutôt pour un projet intégrateur et aveugle aux différences ethno-nationales. Et de l'autre côté, le Front de libération du peuple du Tigray et ses alliés, notamment l'armée de libération Oromo, qui veulent une forme fédérale de l'État et la reconnaissance du fait qu'on peut être éthiopien en ayant une langue différente et une religion aussi différente que celle des alliés nationalistes Amhara du Premier ministre actuellement. Ce n'est pas une guerre de religion. Pour autant, vous dites, Éloi Fiquet, que ce Premier ministre, Abiy Ahmed, que vous venez de citer, a un projet messianique. Alors, oui, ce n'est pas une guerre de religion, d'abord parce que les principales parties au combat sont des chrétiens orthodoxes qui s'opposent entre eux. Le Premier ministre Abiy Ahmed est de mère chrétienne orthodoxe, mais il s'est converti à la foi protestante évangélique avec une vision messianique du pouvoir, à la fois la transformation de l'Éthiopie en puissance mondiale qui devrait se faire sous son égide. Il aurait été appelé par des voix divines à exercer le pouvoir. Lui-même a dit à plusieurs reprises que dans son enfance, sa mère avait prophétisé qu'il deviendrait le 7e roi d'Éthiopie, donc dans une longue continuité avec l'histoire impériale éthiopienne. Ceux qui lui ont donné le prix Nobel de la paix ignoraient ça en 2019 ? Non, on ne pouvait pas l'ignorer, c'était très fréquemment présenté, mais c'est un récit, le grand roman national éthiopien qui descend de roi Salomon, la reine de Saba. Ce roman national, on y a longtemps souscrit en soutenant le roi Ménélique, le roi des rois Haïlé Sélassié. Mais précisons que ce Nobel, il ne l'a pas eu pour un conflit, une guerre civile interne, mais pour la paix avec l'Érythrée, voisin, qui d'ailleurs est un peu partie prenante dans ce conflit, puisqu'elle est très, très frontalière du Tigré. Comment un prix Nobel de la paix se transforme en chef de guerre? Ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui-même, on le voit à l'image, il se comporte comme un chef de guerre. Comment est-ce possible? Alors on peut revenir aussi sur cet accord de paix de 2018 avec l'Érythrée. On sait très peu de choses de ce qui a été signé à l'époque, ni avec le régime érythréen, ni avec les partis exilés éthiopiens qui étaient revenus au pays à l'époque. Mais ce qu'on voit a posteriori, c'est qu'en fait, c'était pas tant un traité de paix que la fondation d'une nouvelle alliance contre le Front de libération du peuple du Tigray, qui était l'ennemi du régime érythréen, notamment du président Isaias Afewerki, depuis la défaite de ce dernier lors de la guerre civile avec l'Érythrée. Vous voulez dire qu'Abiy Ahmed avait un compte à régler avec cette communauté? Et si oui, dites-nous pourquoi. Alors, Abiy Ahmed lui-même pour des raisons de politique interne éthiopienne, et Isaias Afewerki, le président érythréen, suite à cette guerre de 98-2000 et suite à en fait toute l'histoire de ces fronts de libération dans le nord de l'Éthiopie depuis les années 80 au minimum. Haïlé Gebrselassie, ancien champion olympique, a déclaré qu'il était prêt à prendre les armes. On a aussi un chanteur qui appelle à la paix, qui a dû se terrer chez lui pendant une semaine pour ne pas être arrêté. Ça veut dire quoi? Qu'on soit à Addis Abeba ou ailleurs, il faut clairement se prononcer aujourd'hui. Il y a même une chasse aux sorcières peut-être, suivant qu'on est de tel ou tel bord. Oui, tout à fait. Il y a vraiment une demande d'engagement, de mobilisation dans une guerre totale. Et toutes les strates de la population sont appelées à s'engager, à s'exprimer en soutien à chaque gouvernement régional, donc y compris les légendes de l'athlétisme ou les stars du show business, parce que c'est aussi un combat politique, un combat idéologique dans la conception de la nation, soit la
poursuite d'une construction impériale qui se veut intégratrice ou au contraire la conception beaucoup plus diversifiée de gouvernements visiblement, régionaux. l'Éthiopie ne veut pas la même chose, si on comprend bien. Vous dites que l'Éthiopie, bon, c'est un État fédéral, mais vous dites qu'on pourrait même comparer à l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a des régions d'Éthiopie, des provinces qui sont encore plus peuplées que certains pays européens. On peut effectivement changer de vision, ne pas considérer l'Éthiopie simplement comme un État-nation unifié. C'est un État qui a une très longue histoire de construction nationale, mais à base impériale. Et c'est la façon de tenir ensemble ces différentes composantes d'un empire longtemps dominé par le royaume chrétien. La capitale a d'ailleurs souvent changé. La capitale a souvent changé, effectivement, au cours de l'histoire, avec des centres de gravité du pouvoir qui ont été mobiles. Et c'est une conception d'une hégémonie impériale qui permet de maintenir une unité nationale. Et à quelles conditions cette hégémonie, selon quelles alliances politiques à l'échelle régionale et internationale, cette hégémonie peut se maintenir, ou bien concevoir une architecture politique différente, plus comparable à l'Union européenne, où des entités politiques qui, elles aussi, ont une longue histoire, des cultures, des langues, des religions différentes, peuvent coexister, s'associer, mais de façon autonome dans un même ensemble. Mehdi Labzaé, l'Éthiopie est-elle menacée d'implosion? Et dites-nous si les Tigréens veulent prendre cette capitale, effectivement. Alors je ne sais pas ce que l'état-major des forces de défense du Tigray se dit en ce moment même. On a vu qu'ils ont véritablement poussé vers la capitale, donc on peut penser que oui, que leur objectif premier était d'abord de mettre un terme au blocus humanitaire qui est imposé au Tigray et qui empêche la nourriture comme les médicaments d'arriver en quantité suffisante. Ils arrivent en quantité infime. Donc prendre la capitale aurait permis de définitivement bloquer, mettre fin à ce blocus. Ensuite, s'ils prennent la capitale, on peut penser qu'ils remettront autour de la table les différentes forces politiques pour remettre une nouvelle constitution en place en Éthiopie s'il faut changer la constitution actuelle. Et puis, on peut penser que les populations du Tigray voteraient éventuellement pour leur indépendance. Et sur l'implosion de l'Éthiopie, on peut dire que c'est déjà le cas. La guerre civile a déjà gagné toutes les régions du pays. Et qui peut quoi dans ce conflit? Les États-Unis exercent des pressions, semble-t-il, sur le Premier ministre Abiy Ahmed. Qui peut changer la donne et ramener la paix? Les États-Unis ont pris des sanctions. On ne connaît toujours pas la liste des personnes visées par ces sanctions. L'Union européenne a également pris des sanctions. Cependant, elles sont arrivées très tard. Et puis, on peut dire aussi que la communauté internationale a mis beaucoup de temps à se rendre compte de l'ampleur de la guerre et des pertes humaines de ce conflit. Combien de morts, si vous pouvez nous dire un bilan? Je ne peux pas vous dire le bilan du nombre de morts. Je peux vous dire que selon l'ONU, 8 millions de personnes sont en besoin urgent d'aide alimentaire, à la fois au Tigray, dans la région Afar et dans la région Amhara, et qu'à la fin de l'été, déjà 400 000 personnes étaient en situation de famine, selon les propres mots du Bureau de l'action humanitaire de l'ONU, à l'intérieur du Tigray. Merci beaucoup Mehdi Labzaé. Merci à vous Eloi Fiquet d'être venu nous éclairer donc sur cette guerre civile qui se déroule dans un quasi huis clos dans la Corne de l'Afrique, en Éthiopie.